Il y a une expression qu'on trouve dans la presse à propos du déploiement du compteur Linky en ce moment, c'est que la société qui les pose, ayant déjà équipé la plupart des villes, elle commence, nous dit-on, à s'attaquer aux zones rurales. Et le terme s'attaquer prend tout son sens à Campagnole, puisque nous avons tous reçu des lettres récemment nous indiquant non pas que nous pouvions réclamer gratuitement ce compteur après avoir lu la brochure, mais que nous devions être chez nous le temps à telle heure pour nous le faire poser comme un implant, comme un bracelet électronique. Bon, déjà, la grossièreté de la procédure est invraisemblable. On est quand même dans une absence de politesse, de conciliation, de psychologie qui frôle l'absurde. Et on se dit, et tout le monde s'est dit chez nous, indépendamment des polémiques techniques qui passent au-dessus de la tête de la plupart des gens, qu'une société qui vous impose son produit comme ça n'a pas la conscience tranquille. En tout cas, pas la fibre démocratique. Du coup, et c'est là que je veux en venir, cette histoire de compteur, cette grossièreté de l'État, de la société qui pose le matériel, qui relance au téléphone, qui installe tout dans votre dos, qui vous menace si vous vous y opposez, n'est au fond qu'un prétexte commode, opportun, tout trouvé pour exprimer un malaise général sur la façon dont on nous traite ailleurs. Cette affaire de compteur a tout pour déplaire à la campagne. D'abord parce qu'il s'agit d'une affaire de territoire et les campagnards sont génétiquement très sensibles au thème du type qui pénètre chez vous avec une boîte à outils pour prétendre qu'il fait ce qu'il veut parce que l'État est chez lui. Ensuite, il y a le caractère obligatoire, le ton c'est comme ça, il n'y a rien à discuter, qui apparente le truc à celui du contrôleur fiscal, au ministre qui décrète, à la délégation à la sécurité routière qui impose, le 80 par exemple. C'est une façon de procéder dont nous savons tous, dont nous avons vu combien elle est impopulaire en ce moment. Donc tout ça pour dire que le compteur Linky est une véritable métaphore de ce qui nous arrive en général face à la puissance publique, qu'il s'agisse d'immigration, pour laquelle personne n'a jamais été consulté non plus, d'investissement public, de la vente d'Alstom, des autoroutes déjà amorties qui restent payantes, de la multiplication des radars. Le mécontentement face à tout ce qui nous est infligé sans aucune consultation s'est cristallisé autour du Linky, qui du coup reçoit une charge symbolique extrêmement lourde, c'est-à-dire qu'on le charge de tous les maux, y compris l'espionnage, les radiations, etc. Débat dans lequel je ne veux pas entrer, parce que l'essentiel de ce que j'ai à dire est ailleurs. Je reviens donc à mes campagnards. Il y a atteinte à l'intégrité du territoire, il y a comportement de mal dominant de la part de la puissance publique, qui suscite un comportement de mal dominant aussi chez l'agriculteur ou le propriétaire, d'autant que sa femme agite le spectre du problème de santé, du risque d'incendie, etc. Et nous savons qu'en cas de rivalité entre mâles dominants, la femme sait très bien aggraver les choses en disant « vas-y, toi, à la réunion du canton, si c'était un homme ». Il y a enfin une forte suspicion relative à la consommation et au prix que ça coûte. En campagne, dès que ça coûte plus cher, on devient véhément. Et alors tout ça mène à quoi ? Eh bien, à une salle municipale où la plupart des hommes arrivent remontés par leurs femmes pour protester en public. Et là, que fait le maire ? Il flaire comme ça la sensibilité générale, il a un peu lu sur la question, et il commence à avoir peur pour son mandat. Donc il va dire « je vous comprends ». Alors normalement, le maire est du côté du gouvernement, parce qu'à force de participer à des réunions à la région, on lui dit « cher ami », il se sent pareil à tous ces gens qui décident, il a donc tendance à les défendre. Mais là, vu la température de la salle, il dit au-delà des polémiques, etc., et il va appliquer le principe de précaution, avertit-il, et il s'en remet au conseil municipal qui prendra, dit-il, une délibération. Mais en quelque sorte, en tant que représentant de tous les clans de mâles dominants offensés par la puissance publique, en tant qu'élu par tous ces gens furieux et inquiets, il ne peut pas dire « c'est vous qui avez tort, je me range à l'avis du ministre, vous ferez ce qu'on vous dit ». En fonction de l'opinion majoritaire, il fait donc au contraire son héros, son Robin des Bois, c'est toujours ça de prix pour la prochaine élection. En gros, le maire lui-même surfe sur la vague de mécontentement pour ne pas être dépassé par la base, et c'est là que se trouve la grille de lecture de ce qui nous arrive en ce moment. Il y a des thèmes précis, des dossiers, comme on dit, sur lesquels les élus, les syndicats peuvent s'appuyer pour montrer qu'ils sont du côté du peuple. Un peu comme les directeurs de théâtres nationaux en 1968 montaient sur les planches pour dire au public combien ils s'associaient aux protestations contre un gouvernement qui les subventionnait pourtant à 80%. Donc pour résumer, les petits élus locaux sur le Linky, les gilets jaunes, le diesel, le 80, demain le contrôle technique, sont en train de basculer du côté des mécontents parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent garder leur mandat. On appelle ça un début de fraternisation et généralement ça s'applique plutôt au rapport entre l'armée et la population et ça s'applique aux dictatures qui sont allées trop loin. Mais justement, le fait qu'on puisse employer le terme, le fait qu'un syndicat de police ait appelé récemment à la grève des PV, tout ça témoigne que le vent tourne vite et que nos élites ne veulent pas démater. Abonnez-vous, ça s'appelle Campagnole TVL, merci. Il y a quelques jours, je vous ai parlé de cet ancien postier qui quittait plus son gilet jaune et qui venait traîner chez nous et j'ai dit bien imprudemment qu'il était CFDT, c'est-à-dire syndiqué déjà, mais en fait il était FO, force ouvrière, en fait il n'est même plus. Mais tout ça est un détail qui a son importance, vous allez voir.
D'abord, je me suis étonné que certains personnages, comme ce gars qui porte toujours une petite casquette, fassent leur apparition au bar pendant une semaine ou deux, après quoi on ne les voit plus pendant 3 ans, et j'ai interprété ça comme un effet de sa permanence sur le rond-point d'à côté. Mais en fait, le patron du bar m'a donné l'explication, c'est qu'il y a un autre café dans le patelin voisin de Saint-Barnabé, d'où ce type est originaire, et où probablement le gars en question a une ardoise trop longue en ce moment, donc il vient essayer d'ouvrir une autre ardoise ici. Mais j'ai refusé, m'a dit le patron du bar, donc je ne veux pas être mauvaise langue, mais s'il parle à tout le monde comme ça, c'est pas seulement parce qu'il est remonté contre le gouvernement, c'est aussi parce qu'il veut se faire payer des coups. Et en effet, j'ai observé sa technique, là c'est moi qui parle, qui était assez éprouvée. Le gars buvait un vague café au lait depuis une demi-heure, mais quand par amitié et parce que la conversation était lancée, on lui disait « tu prends quelque chose », sous-entendu c'est moi qui offre, et ben il abandonnait son café au lait pour dire qu'il prendrait volontiers un pastis. Et là je précise que ce que j'ai entendu méritait largement 2 pastis, qu'il a d'ailleurs bu, parce qu'il en avait lourd sur le cœur à propos de l'intervention télévisée du président, que nous avions regardé la veille. Il m'a dit « tu vois, je sens bien que toi au moins tu vas pas te laisser avoir, mais ce qu'il nous a fait là, le mec c'est de l'embobinage pur et simple, il ne sait faire que ça. Je m'attendais à ce qu'il me parle du fameux SMIC et de son augmentation providentielle et des heures supplémentaires, mais il m'a dit qu'il n'y avait rien de providentiel du tout quand on était au RSA, par exemple, parce qu'au RSA, pas de 100 € mensuels, pas d'heures supplémentaires, pas de perspective, rien. Donc en fait, me dit-il, il arrose les gens qui sont capables de voter pour lui, mais les gens du RSA, les vieux, tout ça, les gens qui sont rien, zéro, pas de plan B pour eux. Et là, je précise que ce type, malgré son alcoolisme évident, avait des idées quand même, et beaucoup d'amertume, ça allait avec. Du coup, je l'ai laissé parler. Mais le plus intéressant ne concernait pas le RSA et les finances de l'État. Le plus intéressant de ce qu'il avait à me dire concernait la méthode Macron qu'il avait dans le nez. Il m'a dit notre président, à qui on donnerait de moins en moins le bon Dieu sans confession, pratique la même méthode avec tout le monde. Il cherche à discréditer ceux qui vont lui faire de l'ombre. Et on a un exemple récent avec les cadres de mon ancien syndicat FO, qu'il a fait tomber en 2 semaines en faisant révéler leur salaire et le montant de leurs notes de frais, etc. Ça, c'était juste avant la crise des Gilets jaunes. Comme par hasard, il avait choisi de dégommer les syndicats. C'était le seul levier qu'il avait pour essayer d'enrayer la machine du mécontentement. Mais manque de peau, ça n'a pas marché parce que les Gilets jaunes sont très peu sensibles aux syndicats. Alors maintenant, je peux te dire, dit-il, comment ça fonctionne et comment ça va fonctionner jusqu'au bout, jusqu'à la chute. Pour sauver sa tête, il va essayer de faire tomber tous ceux qui peuvent lui résister. Ça a commencé par Fillon, ensuite on a eu le coup des assistants parlementaires européens, ensuite les perquisitions chez Mélenchon, maintenant c'est les syndicalistes, demain si ça s'agite chez les pharmaciens, il va faire sortir un dossier spécial dans Le Point sur les magouilles dans la pharmacie. Oui, parce que Le Point aime bien sortir des dossiers spéciaux sur les professions que le pouvoir a dans le nez. Et là, en ce moment, les ambulanciers, on n'en parle plus. Tu dois avoir des barbouzes économiques qui ont dit aux représentants syndicaux, là, si vous continuez, on balance vos avantages et vos combines à la presse. Mais ce qu'il n'a pas vu, ce président, et ce qu'on va voir bientôt, ce qu'on voit déjà en fait, c'est qu'à force de faire dénoncer tout le monde comme ça, par tout le monde, les avantages acquis, les notes de frais, à force de faire lancer des campagnes comme Mao Tse-tung contre les uns et les autres, il a instauré le règne du dégoût des élites chez les gens comme nous. Et là, il a tiré les pans de son gilet jaune. Donc la seule ressource qui lui reste maintenant, c'est d'essayer de faire monter à toute allure des dossiers sur nous, les gilets jaunes, pour les discréditer à jamais. Leurs meneurs, par exemple, en faisant dire à la presse qu'un tel ou un tel viennent se plaindre alors qu'ils gagnent 3 000 par mois. Ça a déjà commencé. Tu vas voir que les 2 ou 3 grandes gueules du mouvement, on va leur trouver, par exemple, une agression sexuelle. C'est leur truc favori en ce moment. Mais le peuple, le vrai, a quand même compris. C'est une méthode qui a trop servi. En plus, des meneurs, il n'y en a pratiquement pas. C'est ça qui les énerve, d'ailleurs. Ils passent leur temps à te dire, organisez-vous, on pourra parler. Mais en fait, ils cherchent des têtes d'affiche pour essayer de ruiner leur réputation dans la presse et ils les trouvent pas. Il n'y a plus de tête d'affiche. Notre truc à nous, me dit-il, c'est la photo de groupe. Alors j'ai hésité à lui offrir un 3e pastis, mais j'en avais déjà assez entendu, vous aussi sans doute, c'est pourquoi je m'arrête là. Mais chez les exaltés de comptoir qui estiment n'avoir plus rien à perdre, en ce moment, tout n'est pas inintéressant. À bientôt, merci. Il s'est passé pour un villageois observateur une chose intéressante pendant l'allocution du président de la République. Pas les fameuses annonces qu'il apparente chaque jour davantage à un commercial qui vous ment sur la nature et l'ampleur de la ristourne qu'il va vous consentir. Je vous renvoie à ce qu'on dit sur la fameuse mesure phare, le SMIC. Là, il n'y a pas non plus de conversion morale chez lui parce que on l'a vu un peu plus appliqué que d'habitude, mais pas plus émotif et pas plus génial, alors qu'il pouvait y aller. Dans le génie, il lui restait de la marge. Non, la chose intéressante, c'est qu'il a dit qu'il allait voir les maires sur place pour se rendre compte. Qui est un très vieux truc d'autocrate quand ils perdent le contrôle avec la réalité. Or, la réalité, quand on habite à Campagnole, on la connaît, je veux dire la réalité des élus de terrain.
Et instinctivement, le président est en train de se douter que le pays profond est en train de s'écarter de lui, maires compris. Malgré eux, pour des raisons que j'ai déjà évoquées, les maires sont extrêmement exposés à la colère de leurs concitoyens et surtout au soupçon d'être cul et chemise avec le pouvoir, ce qui est le cas puisqu'ils passent leur temps à mendier des subventions. Or, comme ils sont malins, les maires, comme ils veulent pouvoir maintenir les quelques avantages qu'ils ont acquis localement, comme ils veulent continuer à caser leur gendre au Conseil général, ils ont compris que le meilleur moyen de ne pas perdre la main en ce moment, c'était de passer du côté de la révolte, parce que sans ça, la révolte allait les emporter comme amis et représentants d'un pouvoir en perdition. Du coup, le président Macron a visiblement très bien compris que le principal danger était là. Il y a au moins une chose que comprennent ces hommes-là, je veux dire les pervers narcissiques, c'est le danger. Et le danger pour lui est que le vent de la révolte finisse par séduire les maires eux-mêmes, c'est-à-dire les premiers représentants du pouvoir régalien localement. D'ailleurs, le portrait du président est derrière eux en général dans les locaux de la mairie. C'est bien la preuve qu'il y a continuité. Donc je voudrais compléter le portrait, non de notre maire de Campagnole, que je préfère ménager un peu, mais de celui de Saint-Boniface, Saint-Barnabé par exemple, excusez-moi, le village voisin, un personnage dont je vous ai dit qu'il était complètement fou dans le genre, on fera comme j'ai dit, et qui, depuis un an, était terriblement macronien quand il affirmait que si on voulait bouger les choses dans ce pays, il fallait bousculer certains conforts, certaines habitudes, certaines positions acquises, etc. Alors depuis, on lui a explicitement dit qu'on allait bousculer le sien de confort et qu'il était un lèche-cul, donc le type a réfléchi assez vite. Et désormais, il fait partie des soutiens les plus bavards au mouvement des Gilets jaunes, et il dit sans arrêt que le mépris de la puissance publique pour les vrais gens est considérable en ce moment. En manque de peau, personne n'est vraiment dupe. Par exemple, il n'a pas eu le temps de changer sa voiture depuis qu'il est gilet jaune et il roule toujours en BMW rutilante. Et puis dans le genre, mon brave, qu'est-ce qui ne va pas? C'est vraiment un maire odieux et puis il n'hésite pas à classer comme constructibles des terrains de gens qui peuvent lui rapporter des voix. Donc il a quand même du souci à se faire. Mais la chose significative est justement qu'il vient de peser le pour et le contre et qu'entre un président aux abois et une famille d'élus de base qui se tiennent les coudes, eh ben il a choisi la base. En plus, il est ouvertement franc-maçon et il passe son temps à dire que le président n'a pas tout compris dans le pays à cet égard. Une phrase qui est bien mystérieuse, mais qui tend à témoigner que pour sa reconquête de l'opinion, passer par les maires n'était pas une mauvaise idée au départ pour un président, mais que visiblement, ce président n'a pas obtenu toutes les clés de la situation pour y parvenir. Il faut dire qu'il s'est mis à dos quand même certains des gardiens des clés. En tout cas, il suffit de flairer localement entre le village de Campagnole et celui de Saint-Barnabé. On voit se dégager deux attitudes. Notre maire, celui de Campagnole, serait assez partisan d'aller adresser ses doléances au président dans l'espoir d'être remarqué par le pouvoir, comme n'importe quel aristocrate de province qui demandait audience au roi autrefois. Et de l'autre côté, le maire de Saint-Barnabé, qui, à mon avis, représente la tendance la plus lourde et la plus prudente désormais, se méfie de toute manifestation de coopération avec le pouvoir en songeant que le régime est mal barré et que c'est pas le moment de faire du faillotage. Pour conclure, on peut tout de même rendre hommage, pour une fois, à la ruse du président de la République qui a compris que tout se jouait à travers les orgueils locaux qui étaient l'écho du sien et qui convenait de les flatter pour régner. Mais c'est déjà un peu tard, parce que des maires de campagne qui disent au peuple « vous me connaissez, je suis comme vous » et qui endossent le gilet jaune, eh ben, il y en a de plus en plus. Par exemple, je viens d'apprendre hier que le maire de Saint-Barnabé avait vendu sa BMW. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, merci. Pour une fois, on a parlé football au bar de Campagnole, et pas des gilets jaunes, mais le sujet est quand même bien vite revenu sur le tapis par un biais étonnant. Figurez-vous que tout est parti des simulations grotesques de certains joueurs qui se roulent par terre à la moindre pichenette, qui divertissent beaucoup les gens qui prennent l'apéritif au bar quand ils voient ça sur la télé, dans les résumés des matchs de ligue, vous savez. Et c'est d'ailleurs pourquoi chez nous, une partie des supporters s'est tournée vers le rugby, au moins, disent-ils, là, pas de simagrée, quand un type reste sur la pelouse, c'est qu'il est pratiquement mort. Tandis qu'au foot, le ralenti te montre que le type n'a même pas été touché, qu'il se tient le genou en hurlant de douleur avec un petit œil en coin, ça fait quand même de la peine et on est gêné pour lui. Donc comment en est-on arrivé à parler des Gilets jaunes? Eh bien parce qu'il y a eu un procès en comparution immédiate à Toulouse après les émeutes et qu'un type de passage avait un beau-frère qui était assesseur au tribunal. Il a donc raconté au bar qu'un prévenu manifestant gilet jaune s'était pointé à l'audience à Toulouse avec une minerve, une jambe dans une attelle, le visage extrêmement tuméfié, après une lourde altercation avec 4 policiers qui voulaient l'arrêter parce qu'il transportait des lunettes anti-lacrymogènes et un filtre de peintre pour la bouche. Donc ce type était très amoché et ça se voyait, tandis que les plaignants, eux, l'un des policiers, se disait lui aussi très amoché, mais ça se voyait pas, d'abord parce qu'il n'était pas
pas à l'audience. Ensuite, parce que son atteinte n'était pas physique, mais morale. Donc, si j'ai bien compris, et si le monsieur qui nous l'a raconté n'a pas rêvé, le policier qui avait subi des brutalités du manifestant, apparemment, n'était pas présent à l'audience parce qu'il était trop atteint psychologiquement. Et le médecin avait délivré une incapacité temporaire de travail supérieure à 7 jours, en l'occurrence 10. C'est là qu'on se rapproche un peu du syndrome du joueur de foot qui se roule par terre alors qu'on l'a pas touché, sauf que là, il faut le croire sur parole s'il déclare au médecin et à l'arbitre qu'il a subi une blessure morale, alors que son bourreau, lui, est couvert de bleu, bien visible dans la salle du tribunal. De la vie générale au bar de Campagnol, la justice est devenue folle dans ces histoires d'atteinte psychologique. À présent, n'importe quel plaignant qui s'effondre en larmes devant un médecin impressionnable ou complice prend un certificat de plus de 7 jours d'ITT, ce qui permet de faire condamner ou de faire débouter n'importe qui. Et pas seulement à la fin des manifestations, dans les affaires aussi, lors d'un contrôle fiscal, sur les chantiers, enfin partout. L'atteinte psychologique peut être plaidée par exemple par la cliente d'un commerce que l'on prie de sortir après une provocation, et l'un des présents au bar dit qu'il avait vu quelqu'un comme ça de condamner un serveur pour avoir parlé méchamment à une cliente et que la pauvre chérie, je cite, ne s'en était pas remise, qu'elle n'était pas allée à son travail, etc. Alors là, dans le deuxième acte de la discussion, on a vu surgir un thème qui aurait indigné notre abonné au Monde. Dommage, il n'était pas là. C'était la remise à plat révolutionnaire de toutes les dérives de l'Ancien Régime, remise des compteurs à zéro, qu'allait permettre le mouvement des Gilets jaunes. Quand on écoute ce genre de discussion en campagne aujourd'hui, on est frappé par le rôle de bec-verseur que joue la crise des Gilets en ce moment. Toutes les imperfections les plus grossières de la société hyper-juridique dans laquelle nous vivons se retrouvent convoquées, évoquées au comptoir, et on est bien obligé de constater que la chronique de Campagnol, avec l'aide de son conseiller scénariste vedette Gustave, a annoncé par exemple, il y a plus d'un an, que le taux de destruction des radars au bord des routes serait l'un des marqueurs les plus évidents de la colère générale. Nous y sommes, dans tout le pays campagnol, mais bien au-delà, vers Nîmes et Carcassonne. Dès qu'un radar est plus ou moins isolé en campagne, il est détruit, brûlé, emmitouflé, et le pourcentage autour de chez nous est de 100%. Le radar est donc perçu comme une technique juridique destinée à faire trébucher les honnêtes gens, comme l'est désormais une grande partie des procédures, et comme le sont les déclarations d'ITT supérieures à 7 jours sans blessure ni violence, avec juste une atteinte psychologique. Eh bien, il y avait là avec nous un maçon qui buvait au moins sa 3e bière et qui a conclu en disant « Mais moi j'ai la solution, quand tu prends une prune sur la route, tu portes plainte pour atteinte psychologique, tu te fais signer un papier comme quoi tu n'endors plus depuis une semaine, puis tu vois si le juge est sensible à ton malheur, au point d'annuler le PV. Mais en fait ça m'étonnerait, dit-il. » Nous aussi, ça nous étonnerait. En revanche, tout le monde a conclu au bar qu'on ne serait pas étonné que la crise des Gilets ne débouche un jour ou l'autre sur une simplification brutale de toutes ces simagrées. Et déjà, a dit le maçon, là, tu vas voir, le 80, ils vont l'abandonner un jour ou l'autre, c'est comme si c'était fait. Et un autre a renchéri, sur le même ton un peu Cronenbourg, et je vais te dire, s'ils avaient reculé là-dessus et sur le contrôle technique, dès les premiers jours, on n'en serait pas là. Et je vais même te dire, s'ils avaient rien décidé du tout, ni pour le 80, ni pour le contrôle technique, leur taxe sur le gasoil, ça passait. Voilà, c'était un extrait de Sagesse populaire en direct de la machine à bière de Campagnol. Après, le niveau a un peu baissé à cause de la machine à bière, donc je vous l'épargne, mais on peut en retenir que le gouvernement aurait dû regarder Campagnol depuis un an. Nous avions tout dit et tout annoncé ici, mais c'était pas de la préscience, c'était du populisme. Abonnez-vous au populisme Campagnol, merci. Notre abonné au Monde nous en a fait une belle l'autre jour pour se venger d'avoir été, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu malmené par la réalité avec les Gilets jaunes. Il a essayé de nous faire le coup du fact-checking à propos des migrations internationales, parce qu'il paraît que dans le fameux pacte que le gouvernement français est allé signer à Marrakech en douce, comme ça, il n'y a rien de contraignant. C'est un cas typique, nous dit-on, de fausses nouvelles diffusées à dessein, etc. Alors vous allez me dire de quoi vous mêlez-vous. Normalement, vous faites une chronique villageoise, en direct d'un village du sud de la France, mais justement, nous sommes en plein dans le sujet. Parce qu'il y a longtemps déjà, en 1990, les partenaires de l'Europe économique ont signé une convention qui n'a été votée partout et appliquée qu'autour de 95, en vérité 96, avec le démantèlement physique des postes de douane, et puis plus tardivement pour les derniers arrivés, du genre Lituanie ou Hongrie, vers 2007. C'est la fameuse convention de Schengen qui donne à tous les Européens le pouvoir de circuler et éventuellement de s'installer où ils veulent sur le territoire de l'Union. Déjà, cette liberté est une escroquerie, car vous imaginez bien qu'un Andalou ne va pas s'installer par plaisir à Hambourg. Donc en vérité, cette liberté solennellement énoncée de circuler consiste pour les uns à avoir le droit de s'installer chez les autres, là où il y a du soleil par exemple, des installations agréables, un paysage accueillant.
Et pour ceux qui habitent déjà là, de regarder arriver les autres et de la boucler, parce que sans ça, on leur envoie un avocat de Rotterdam qui fait jouer le droit européen. Alors, quand il est question du pacte des migrations de l'ONU, un organisme délicieux, soit dit en passant, qui nomme l'Arabie Saoudite au Comité des droits de l'homme, quand il est question de ce fameux pacte par lequel vous vous engagez à ne pas entraver les migrations internationales, nous sommes en plein dans le sujet campagnol, au contraire, puisque nous sommes bien placés, nous, dans le sud-ouest de la France, pour savoir que tout le monde veut s'installer chez nous, mais qu'aucun d'entre nous ne veut aller s'installer ailleurs. Alors, pour la France, c'est un peu pareil, et normalement, je veux dire un gouvernement normal, aurait dû s'apercevoir que la France était perçue par les autres pays du monde comme une candidate idéale à l'invasion, ce qui aurait dû nous inciter à quelque prudence, mais justement, le gouvernement français a décidé de ne pas faire preuve de prudence et de ne pas interroger son peuple pour savoir si la prudence s'imposait ou non. En d'autres temps, et il y aura peut-être d'autres temps, ça relève de la haute trahison, mais nous nous contenterons de rester dans le registre de la satire ici en faisant observer que le principal argument de l'abonné au Monde au comptoir de Campagnol, c'est que ce pacte de l'ONU n'est pas contraignant. On nous serine ça depuis le début, mais comme le fait observer le patron du bar, moi personnellement, je vois pas pourquoi je prendrais l'avion pour aller signer un truc qui ne m'oblige à rien. Il faut vraiment avoir du temps à perdre. Autant rester chez soi. Si tu veux mon avis, me dit toujours le patron du bar, c'est contraignant d'une manière ou d'une autre, c'est tout, et on te ment sur toute la ligne. Mais non, je lui ai dit, dans Le Monde et dans Libération, on t'explique à longueur de colonne que les méchants populistes racontent n'importe quoi. Et le patron du bar, qui avait l'air au courant, m'a répondu, oui, il trouve tellement que les protestataires racontent n'importe quoi que la loi va leur donner le droit de les punir. Du coup, même toi, je pourrais te dénoncer pour avoir mis en doute le caractère inoffensif du fameux pacte. À quoi j'ai ajouté à l'adresse du lecteur du Monde que le nom lui-même était très mal trouvé, parce que quand on signe un pacte en français, c'est généralement avec le diable. C'est comme ça, c'est une expression entrée dans l'usage. Alors avoir donné ce nom de pacte ou l'avoir traduit avec ce mot-là, c'est bien digne de nous gouvernants qui n'ont aucun sens de la psychologie. On ne pourra jamais empêcher la sagesse populaire à cause de ce mot de juger qu'il y a un loup, un côté secret, un pacte c'est à moitié souterrain. Et personnellement, et je conclus, je trouve que le langage recèle souvent une vérité qu'on veut cacher. Alors là, évidemment, notre abonné au Monde s'est mis à glapir au complot, il a mimé la suspicion de le côté « ils sont partout », après quoi je me suis un peu énervé, je le confesse, et j'ai suggéré qu'au moins les signataires, les défenseurs du fameux pacte, ceux qui l'ont promu, les éditorialistes qui l'ont défendu, tout ce monde-là devrait être connu de ce qu'on appelle le grand public afin qu'on puisse se retourner contre eux si les choses se passent mal. Alors, tu veux nous refaire un procès d'Orion, en somme, a dit l'autre. Le procès d'Orion, c'est quand la France, vous savez, de Pétain a voulu juger le Front populaire qui avait mené à la défaite. À quoi j'ai répondu, aïe aïe aïe, tu es en train d'admettre qu'il y a en ce moment défaite de la France. Et le patron du bar a dit 15 à égalité. Si vous voulez arbitrer, vous, ce genre de match à l'avenir, abonnez-vous à Campagnol TVL. Merci, c'est sur YouTube.